Salut à tous, quand on pense à la philo, on s'imagine souvent des idées très très compliquées, presque inaccessibles. Mais et si la philosophie, c'était d'abord et avant tout une méthode, une sorte de boîte à outils pour décortiquer n'importe quelle pensée, même la plus complexe? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Voilà, ça c'est typiquement le genre de phrase qui peut faire un peu peur. On lit ça et on se dit « Oula, par où je commence ?» Ça a l'air dense, intimidant, bref, on a l'impression que c'est une forteresse imprenable. C'est ce que j'appelle le défi du philosophe. Alors, comment on s'attaque à un mur de texte comme celui-ci? Pour relever ce défi, il faut un plan d'attaque. D'abord, on va bien définir ce défi. Ensuite, on va découvrir une méthode hyper efficace pour y répondre. On va apprendre à décortiquer la forme d'un argument, puis à trouver sa question centrale. Après, on mettra tout ça en pratique avec notre texte de Sartre. Et enfin, on verra que cette méthode, c'est une clé qui ouvre les portes de tous les grands débats philosophiques. Alors, cette fameuse méthode, c'est quoi ? C'est une approche très structurée, qu'on appelle en France l'explication de texte. Et attention, ici on oublie complètement l'idée de donner son opinion, non. On parle d'une véritable technique, d'une boîte à outils pour démonter la mécanique de n'importe quel argument. Le principe de base de cette méthode est vraiment simple, mais il est fondamental. Il faut toujours séparer l'analyse en deux temps. D'un côté, il y a la forme. Pensez-y comme le squelette du texte, son architecture, la manière dont les idées sont connectées. Et de l'autre côté, il y a le contenu. La chair autour de l'os, la substance, ce que l'auteur est en train de nous dire concrètement. Ok, alors on commence par le commencement, la forme. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce fameux squelette, l'architecture cachée du raisonnement d'un auteur? Le secret, et c'est ça qui est génial, il se cache souvent dans les mots les plus petits, les plus discrets, les mots de liaison. Ces petits mots sont en fait les panneaux de signalisation de la pensée de l'auteur. Ils nous indiquent s'il est en train de s'opposer à une idée, de tirer une conséquence, de proposer une alternative. Ce sont eux les vrais indices à suivre. Concrètement, ça donne une recette super simple en 3 étapes. 1. Première lecture, on part à la chasse aux mots de liaison et on les souligne. 2. On utilise ces mots pour découper le texte en grands blocs logiques, en étapes. Et 3. Pour que ce soit encore plus clair, on peut même utiliser un code couleur. Et d'un coup, ce qui semblait être une montagne de texte devient beaucoup plus gérable. Allez, on passe à la deuxième partie, le contenu. Maintenant qu'on a le squelette, il faut comprendre de quoi ça parle. On va chercher à découvrir ce que l'auteur veut vraiment nous dire. Et là, attention, c'est peut-être la distinction la plus importante. Il ne faut jamais, au grand jamais, confondre le thème et la thèse. Le thème, c'est le sujet général, c'est vague. Par exemple, la liberté. La thèse, c'est la position précise, l'affirmation que l'auteur défend sur ce sujet. On ne cherche pas juste un sujet, on cherche un argument, une prise de position. En fait, il faut voir chaque texte philosophique comme la réponse à une question que l'auteur ne pose pas toujours explicitement. Cette question cachée, cette tension que le texte essaye de résoudre, c'est ce qu'on appelle la problématique. La trouver, c'est tout simplement trouver le cœur du texte. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. On va maintenant mettre notre super boîte à outils à l'épreuve. On reprend notre texte de Sartre du début, celui qui avait l'air si compliqué, et on va lui appliquer notre méthode, point par point. Et voilà, bingo! En appliquant la méthode, on la débusque, cette fameuse problématique de Sartre. La vraie question qu'il se pose, la voici. Est-ce que nos actes peuvent nous échapper, être de purs accidents, ou est-ce que, par définition, un acte est toujours forcément intentionnel? Toute la suite du texte va être la réponse à ça. Et pour répondre, Sartre ne va pas y aller par 4 chemins. Il commence par définir de manière hyper précise ce que ça veut dire agir. Pour lui, c'est une opération en 3 temps, très logique. D'abord, il faut modifier quelque chose dans le monde. Ensuite, il faut organiser des moyens pour atteindre un but précis. Et enfin, il faut que tout ça produise un enchaînement organisé. Et maintenant que cette définition est posée, la conclusion tombe, comme une évidence. C'est sa thèse. La réponse directe et sans ambiguïté à sa problématique, une action, par essence, par principe, est toujours intentionnelle. Et pour être sûr qu'on ait bien compris, Sartre nous donne 2 exemples parfaits. D'un côté, le fumeur qui jette son mégot et déclenche une explosion par accident. Pour Sartre, il n'a pas agi, au sens philosophique du terme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de projet. De l'autre côté, l'ouvrier qui fait sauter une mine en suivant les ordres. Lui, il a agi parce qu'il a consciemment réalisé un projet. On voit bien que l'intention, c'est vraiment la clé de tout. D'accord, on a décortiqué Sartre, c'est super, mais à quoi ça nous sert pour le reste ?
Eh bien, c'est là que ça devient vraiment puissant. Cette méthode, ce n'est pas juste pour un texte, c'est une clé universelle, une sorte de passe-partout qui permet de déverrouiller la structure des plus grands débats de l'histoire de la philo. Prenez la grande question de la liberté, par exemple. Avec notre méthode, on pourrait analyser la forme d'un texte de Descartes et voir comment il construit, pas à pas, l'idée du libre arbitre. Et juste en face, on pourrait décortiquer un texte de Spinoza pour voir comment lui, il construit une mécanique argumentative totalement inverse pour qui cette liberté n'est qu'une illusion. La méthode nous aide à voir les deux squelettes qui s'affrontent. C'est la même chose pour le travail et le bonheur. Quelle est la thèse de Hegel sur le sujet? C'est que le travail nous permet de nous réaliser. Et celle de Marx, c'est qu'il nous aliène. En trouvant la problématique de chacun, on comprend bien mieux pourquoi, en partant du même thème, ils arrivent à des conclusions aussi radicalement opposées. Et enfin, un dernier exemple, le débat science et religion. Notre grille de lecture, forme-contenu, est parfaite pour ça. Elle nous permettrait de voir comment un argument scientifique se construit sur une forme qui repose sur le doute et la preuve, tandis qu'un argument religieux, lui, repose sur une forme qui est celle de la foi et de la certitude. Deux squelettes différents pour un même enjeu, la vérité. Parce qu'au fond, tout ce qu'on vient de voir, ça nous mène à une idée essentielle. Le but de la philo, ce n'est pas de retenir par cœur des dizaines de citations pour briller en société. Non, le vrai but, c'est d'acquérir des outils pour pouvoir structurer sa propre pensée et pour dialoguer intelligemment avec les idées des autres. Alors, je vais vous laisser avec une question, pour la route. Après tout ça, on peut légitimement se demander, dans la démarche philosophique, est-ce que la rigueur du cheminement, la méthode elle-même, n'est pas finalement plus importante, plus précieuse même, que la destination, c'est-à-dire la réponse finale? Voilà, c'est une question qui reste ouverte, à méditer.